Le problème auquel se heurte un peu là, le ministère de l'Agriculture et le gouvernement, c'est la légalité d'un arrêté interdisant la culture du maïs OGM. Donc ça fait 2 années de suite qu'on a un arrêté qui interdit cette culture et que cet arrêté est attaqué par un certain nombre d'organisations et ces organisations gagnent. Ils font annuler les arrêtés parce qu'en fait ces arrêtés sont illégaux. Parce que la procédure européenne qui permet d'interdire la culture des OGM au niveau national exige qu'on apporte des preuves scientifiques au niveau de l'évaluation environnementale et de la toxicité qui soient différentes de l'évaluation qu'en a fait l'Europe, mais en utilisant les mêmes méthodes, ce qui au final est impossible. Donc, face à cette impossibilité juridique, le ministère, enfin plus exactement le gouvernement, a décidé via un projet de loi déposé par une députée de passer donc par une loi législative qui sera normalement beaucoup plus solide si elle est votée que par un simple arrêté. Donc là, on a, je vais dire, un engagement politique de la part de la majorité sur la question des OGM. Donc maintenant, à voir si ce texte va être voté ou pas par les chambres. Sur la coexistence, il y a beaucoup de débats, puisqu'en fait, à partir du moment où on estime qu'il n'y a pas de coexistence possible, ça veut dire que le fait de semer des OGM entrave gravement les libertés de ceux qui ne veulent pas avoir des OGM chez eux, et en particulier des agriculteurs biologiques pour qui il s'agit d'une obligation réglementaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un programme européen qui s'appelait Coextra, qui a penché sur le sujet pendant plusieurs années et qui a abouti à une conclusion intéressante, qui est de dire que la coexistence n'est possible que grâce à un zonage. Parce que les distances nécessaires pour pouvoir maintenir le 0,9, on parle bien du 0,9 et pas d'un 0,1 hypothétique, nécessitent des distances importantes et surtout, si c'était sur un système mité OGM, pas OGM, nécessiterait la mise en œuvre de moyens beaucoup trop onéreux pour l'une ou l'autre des filières selon laquelle serait considérée comme responsable de l'absence de contamination. Donc ça veut dire un réaménagement complet du territoire au niveau non seulement national mais européen, en zone avec ou sans OGM. Et donc clairement, si les politiques ne sont pas prêts à assumer ce genre d'aménagement du territoire qui nous paraît en tout cas à nous totalement irrationnel, la coexistence n'est pas possible. Donc ça a été prouvé à de nombreuses reprises dans les pays qui cultivent des OGM. Les bio, dans certaines zones, ont arrêté de cultiver du colza, du soja, parce que ça n'est pas possible sans avoir des niveaux de contamination qui dépassent très largement les 0,9. Alors la contamination des produits bio, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. D'abord, la question est très différente selon qu'on parle des OGM ou des pesticides. Sur les OGM, la question est effectivement gérée dans le règlement, puisqu'il est indiqué qu'on ne peut pas commercialiser des produits bio à partir du moment où ils sont étiquetés OGM. Or, l'étiquetage OGM intervient à partir du moment où le produit est contaminé à plus de 0,9% par des OGM, de manière non intentionnelle et non évitable. Alors, évidemment, tout le nœud du problème, c'est sur ce non évitable. Du coup, qu'est-ce qui relève ou pas de la responsabilité du producteur bio pour éviter les contaminations OGM? Alors là-dessus, il n'y a rien dans le règlement bio, ni rien dans le règlement général européen sur les OGM. Au niveau français, on a essayé de creuser la question en faisant une liste des facteurs de risque de contamination qui doivent servir normalement aux organismes certificateurs à juger des cas de contamination. Mais ça reste finalement très subjectif, même s'ils ont maintenant une liste de critères. Grosso modo, sur quoi est-ce qu'on peut jouer pour éviter les contaminations OGM? Alors, pour les éleveurs, le premier point, c'est le fournisseur d'aliments du bétail, parce que c'est là que se situe le gros des contaminations OGM aujourd'hui en France. Donc, petit 1, connaître son fabricant d'aliments du bétail, ne pas hésiter à lui demander quelles sont ses procédures pour éviter les contaminations, ses procédures d'analyse, est-ce qu'il est dans un cadre d'analyse libératoire ou pas, bref, se renseigner. Vous êtes client, en tant que client, vous avez le droit d'obtenir de vos fournisseurs des garanties, producteurs ou pas producteurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ensuite, se situe sur le partage du matériel.
il peut y avoir effectivement un risque de contamination. Donc là, ça vaut aussi pour les pesticides. Si vous partagez du matériel avec des conventionnels, il faut faire très attention au nettoyage. Alors, c'est parfois compliqué pour certains matériels, mais c'est un point fondamental. Et j'ai envie de dire que le dernier point important au niveau de la production, c'est les semences. Parce qu'à partir du moment où les semences sont contaminées, c'est très compliqué de gérer quoi que ce soit. Donc là aussi, vos fournisseurs de semences peuvent vous rendre des comptes. Vous êtes client, vous pouvez leur demander des comptes. Aujourd'hui, au niveau européen, la réglementation semences ne permet pas, enfin la réglementation OGM ne permet pas de tolérance de contamination OGM sur les semences. Il n'y en a pas, il n'y a pas de chiffres, malgré ce qui a pu circuler dans les campagnes à un moment. Donc vous pouvez exiger du zéro OGM de la part de vos fournisseurs de semences. Faites-le, c'est important. Donc ça, c'est la partie gestion des contaminations au niveau producteur. Ensuite, si vous faites de la transformation, là, il faut être très vigilant, non seulement sur les ingrédients que vous achetez, notamment si vous achetez des ingrédients importés de pays à risque OGM, et si on parle bien sûr d'ingrédients à risque OGM eux-mêmes, donc maïs, soja, colza, riz, lin, c'est à peu près l'essentiel des produits à risque. Et également, faites attention à vos additifs. Donc là, les additifs, en général, ne risquent pas d'être eux-mêmes OGM, à part éventuellement les micro-organismes, mais peuvent être fabriqués à partir d'OGM, et ça, c'est également totalement interdit en bio. Donc vous devez obtenir des attestations de la part de vos fournisseurs, et c'est pareil, n'hésitez pas à vous renseigner sur leurs procédures, là où ils se fournissent, etc. etc. Vous avez le droit d'être curieux, vous avez le droit d'exiger des comptes, et ça peut vous permettre ensuite de border les choses en cas de contamination et de conflit avec votre fournisseur. Et ça m'amène au dernier point, c'est la contractualisation. Vous signez des contrats avec, par exemple, votre fournisseur d'aliments du bétail, vous signez un contrat. La question de la contamination doit être prévue dans le contrat. Que fait-on lorsque un aliment du bétail est contaminé et mène à un déclassement, par exemple, des animaux? Aujourd'hui, peu de contrats avec les fournisseurs d'aliments du bétail prévoient ce cas. C'est important que vous demandiez à ce qu'il soit prévu dans le contrat. Alors la principale technique dans les plantes génétiquement modifiées, c'est la transgénèse. Donc la transgénèse, c'est l'objectif de la transgénèse, c'est de transférer un gène ou plusieurs gènes d'une espèce dans l'espèce cultivée qui nous intéresse. En l'occurrence, lorsqu'on parle du maïs BT, BT ça veut dire Bacillus thuringiensis, donc c'est un gène d'un bacillus, d'une bactérie qui a été transféré dans le maïs dans l'objectif de produire une toxine. Et de la même manière, lorsqu'on parle de maïs tolérant au Roundup, ce sont des gènes, alors de mémoire, c'est un gène de pétunia il me semble, mais je ne suis pas exactement sûr, mais qui transfère la résistance à l'herbicide dans le maïs. Donc là on est bien dans le cadre de plantes complètement, on va dire, chimériques, puisqu'ils n'existent pas du tout dans la nature, même si le processus, on va dire, qui est utilisé pour faire la transgénèse est un processus naturel, puisqu'en fait il s'agit de... il y a plusieurs techniques, mais notamment une qui a été pas mal utilisée, qui est utilisée par une bactérie qui transfère son propre ADN dans la plante. Et donc beaucoup de scientifiques nous disent c'est des processus complètement naturels, ça existe depuis la nuit des temps, donc ne nous embêtez pas avec ça, c'est la suite naturelle de l'évolution. Ce qui est naturel, c'est effectivement la bactérie qui transfère dans la plante son propre ADN pour se développer, mais en aucun cas cette bactérie va aller chercher de l'ADN par exemple d'une autre bactérie comme Bacillus thuringiensis pour la transférer dans le maïs. Ça n'existe pas. Donc là on a bien quelque chose qui n'est pas naturel. Alors certains chercheurs maintenant parlent aussi de cisgénèse. Alors qu'est-ce que c'est la cisgénèse? C'est la même chose qu'à la transgénèse, sauf que on reprend un gène d'une même espèce, par exemple si on prend le cas du maïs, on va aller chercher un gène spécifique du maïs qu'on va retransférer par la même technique de transgénèse, mais dans le maïs. Là, toujours dans le même objectif pour nous dire, vous voyez, là, c'est du maïs dans du maïs, donc c'est complètement naturel. C'est pas du tout naturel. On est bien toujours dans le cadre de plantes génétiquement modifiées, puisque de toute façon, il y a le gène de maïs qui est transféré, mais il y a aussi souvent des morceaux de gènes, de virus ou d'autres bactéries qui sont utilisés pour la technique proprement dite, donc il n'y a pas que le gène de maïs qui est utilisé.
Et un des objectifs de cela, c'est parfois d'aller plus vite en sélection, mais surtout, c'est de pouvoir mettre un brevet à l'intérieur de la plante et d'empêcher tout le monde d'utiliser ensuite les ressources génétiques. Donc derrière, c'est de l'argent qui est l'objectif premier recherché. D'autres techniques qui arrivent maintenant sur le marché et qui sont potentiellement soumis à la réglementation sur les plantes transgéniques, enfin sur les plantes génétiquement modifiées, pas transgéniques, mais génétiquement modifiées, c'est la mutagénèse dirigée. Où là, effectivement, l'homme intervient directement sur les plantes pour orienter certaines mutations avec des techniques génétiques, on va dire, extrêmement pointues, avec prise de brevet. On est toujours dans la même situation d'un objectif de prise de brevet et de privatisation du vivant. La difficulté pour les agriculteurs, c'est qu'on n'arrive plus à identifier les processus, et ces plantes-là ne sont plus soumises actuellement à la réglementation sur les OGM, alors que ce sont bien des OGM. Alors sur la mutagénèse, il faut savoir que lorsqu'on parle de mutagénèse, il ne faut pas forcément s'effrayer, puisque l'amélioration des plantes, depuis toujours, a été faite aussi à partir de mutagénèse. C'est-à-dire que les agriculteurs ont toujours sélectionné, au départ souvent de manière massale, on va dire, en récupérant les plus beaux épis, les plus belles plantes dans les champs, qu'ils ont mis de côté pour avancer en sélection. Certains ont fait des croisements, mais certains aussi ont vu apparaître dans leur champ des mutants, des plantes qui avaient une petite modification qui était liée à une mutagénèse naturelle. Il se produit naturellement des mutants dans notre environnement en permanence. Et ces mutants ont été récupérés par les agriculteurs comme dans les processus de sélection. Donc ces mutants-là ne nous posent aucun problème puisque ce sont des processus complètement naturels. Par contre, maintenant, il y a des mutants qui sont des mutants provoqués, soit par des rayons ionisants, ou par des produits chimiques, notamment l'EMS. Donc là, effectivement, ce sont des mutants que nous refusons. Ces mutants-là, parce qu'ils ne sont pas du tout naturels. Même si effectivement on dit ce sont des mutants qui ont été produits naturellement, ils n'ont pas été produits naturellement puisqu'ils ont été provoqués soit par un agent chimique, soit par un agent ionisant. Donc on peut tergiverser là-dessus. Alors ils ne vont pas rentrer dans la réglementation sur les OGM. Par contre, nous en bio, effectivement, ce sont des plantes que l'on ne va pas accepter de cultiver. Aujourd'hui, ça c'est des techniques de mutagénèse qui existent depuis relativement longtemps. Aujourd'hui, de nouvelles techniques avec le génétique arrivent, ce sont les mutagénèses dirigées, où là effectivement, les gens avec des processus comme des ciseaux, hein, ils vont couper des morceaux d'ADN à des endroits pour les réinsérer à d'autres endroits, pour obtenir des plantes soi-disant plus performantes, qui vont avoir des caractéristiques différentes, mais toujours avec un même objectif, prendre un brevet. La difficulté, c'est d'arriver à identifier ces plantes-là. Un, parce qu'elles ne vont pas rentrer dans la réglementation sur les OGM, donc on n'aura pas d'informations. Et ces plantes seront brevetées. Donc c'est-à-dire que lorsque les agriculteurs vont vouloir se servir de ces plantes-là comme source de sélection, par exemple, parce qu'il y a des tas d'agriculteurs qui font leur propre sélection, notamment je pense aux semences paysannes, ou ceux qui peuvent être contaminés, leurs productions vont être contaminées par des plantes qui vont contenir des brevets, mais ils n'auront aucun moyen pour se défendre, parce qu'aucun moyen de les identifier. Donc là, effectivement, nous, ce qu'on demande, c'est à ce que ces plantes-là soient étiquetées comme étant des OGM. Je pense que le combat va être difficile, mais il va falloir essayer de tenir bon. Bah, aujourd'hui, c'est la Commission européenne. Donc il y a un groupe de travail au niveau de la Commission européenne qui, effectivement, va définir ce qu'est un OGM, ce qui n'est pas un OGM. Mais comme la technique, on va dire, avance plus vite que la réglementation, les plantes arrivent sur le marché avant toute réglementation. Et une fois qu'elles sont, on va dire, commercialisées, il est souvent difficile de revenir en arrière. De la même manière, si on parle des variétés de colza qu'on utilise aujourd'hui, qui sont, eux, basés sur un système de stérilité mâle cytoplasmique, ils sont arrivés sur le marché alors qu'ils devraient être étiquetés OGM, puisqu'ils sont liés à une manipulation génétique. On a fait une fusion de protoplastes provoquée qui n'existe pas dans la nature. Donc ils relèvent bien de la réglementation OGM, mais par dérogation, ils ont été exclus de tout étiquetage.
Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec des CMS en bio. Alors aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec des CMS en bio. Donc il y a, notamment ça concerne principalement les crucifères, donc il y a les choux, qui sont certains hybrides de choux, parce que là on parle bien d'hybride, hein, puisque la stérilité mâle cytoplasmique est un système qui permet de produire des hybrides. Donc si on utilise des variétés non hybrides, on n'est pas du tout concerné par les problématiques de stérilité mâle cytoplasmique et donc de plantes potentiellement OGM. Par contre, dès qu'on arrive sur des hybrides qui sont sur une base de stérilité mâle cytoplasmique, dans les choux et dans les colzas, là il faut faire attention, effectivement, savoir si cette stérilité est d'origine naturelle, parce qu'il y a des stérilités qui sont d'origine naturelle et certaines qui ne le sont pas, comme la stérilité Augu-INRA par exemple sur le colza. La plupart des hybrides de colza qu'on trouve aujourd'hui sur le marché sont basés sur une stérilité mâle cytoplasmique, Augu-INRA, qui est issue de fusion de protoplastes. Et donc ces plantes-là ne sont pas des plantes d'origine naturelle. Et donc on ne devrait pas les cultiver, alors que la réglementation l'y autorise. Et il existe quelques variétés de colza hybrides, développées notamment par la société RAGT, qui sont issues d'un autre système, qui est un système mâle génique, qui n'est pas un système mâle cytoplasmique, qui n'est pas un système OGM, développé par une société allemande, NPZ. Et donc, si les agriculteurs veulent cultiver des colzas hybrides, parce qu'il est de plus en plus difficile de trouver des lignées en colza, puisque les sélectionneurs ont quasiment arrêté toute sélection de lignées, il faut s'orienter vers ces hybrides-là. Alors, là, il ne faut pas se placer sur un niveau technique, il faut se rappeler de quels sont les objectifs de la bio, quels sont les objectifs des OGM. Et ce ne sont pas les mêmes objectifs. Il faut se rappeler que le principe de la bio, en tout cas sur la sélection variétale, c'est d'avoir une sélection qui s'adapte le plus possible aux conditions pédoclimatiques du paysan, de manière à pouvoir mettre en œuvre un environnement, un écosystème le plus équilibré possible, sachant qu'évidemment un système agricole c'est de base un système déséquilibré, mais d'avoir un système le plus équilibré possible de manière à avoir le moins de maladies, de parasites possible, et donc d'avoir le moins d'interventions possible. Les OGM, en tout cas les OGM extrêmement majoritaires aujourd'hui, qui sont les OGM produisant un herbicide, un pesticide ou résistant à un herbicide, sont des plantes qui sont faites pour être semées partout et produire plus grâce à des intrants. Donc on est au final dans une logique mais parfaitement inverse. L'idée par exemple des OGM résistants à certaines conditions extrêmes, là aussi on est dans un raisonnement inverse, puisque l'idée de la bio c'est de produire les choses à l'endroit où elles peuvent être produites. Donc d'utiliser des variétés traditionnelles dans la zone en question. Ça n'est pas d'aller faire du maïs dans le désert grâce à des OGM. Vraiment on a un problème de fond. Alors, du fait de ce problème de fond, les OGM sont interdits en bio, et du fait de l'interdiction des OGM en bio, l'existence des OGM est, en plus du fait d'être incompatible sur le fond, une menace pour l'agriculture biologique. Mais avant tout, avant d'être un problème de contamination, c'est vraiment un problème de projet agricole. Les OGM sont en aucun cas une solution pour améliorer le rendement. Si on regarde les deux grandes catégories d'OGM qui aujourd'hui occupent le marché mondial, c'est un des OGM qui résiste à un herbicide, qui tolère en fait un produit chimique, mais ce n'est pas des OGM qui permettent d'augmenter le rendement, c'est les mêmes variétés qui ont le même rendement, dans lequel on transfère un gène qui lui permet de supporter un herbicide. Donc on va utiliser un herbicide différent. Donc il s'agit bien de changer de technique agricole, de travailler autrement, mais pas d'augmenter le rendement. Et le deuxième, c'est un maïs ou un coton ou d'autres types de plantes qui produisent une toxine et qui permettent de tuer l'insecte. Donc là, en l'occurrence, c'est aussi une modification de la pratique de l'agriculteur. Au lieu que l'agriculteur vienne dans son champ pulvériser un insecticide, c'est la plante elle-même qui produit l'insecticide. Donc il n'y a bien pas du tout d'objectif d'augmentation de rendement avec les OGM. Et si on le regarde aujourd'hui, il y a une étude qui va sortir, qui va être publiée par notamment Stéphane Lemarié de l'INRA, qui a identifié sur une méta-analyse, en analysant un grand nombre d'articles
en sociologie sur les raisons qui ont poussé les agriculteurs de par le monde à adopter les OGM. La première raison, c'est en aucun cas le rendement, c'est généralement l'amélioration de la qualité du travail, ou facilitation, on va dire, du travail. Ça permet effectivement de travailler avec des plus grandes largeurs, puisqu'il n'y a plus de labour, de pouvoir intervenir un petit peu comme on veut, d'avoir une assurance de pouvoir désherber au bon moment, d'avoir une sécurité sur l'insecticide, etc. Mais en aucun cas, c'est le rendement qui est l'objectif premier. À part dans certaines situations, je crois en Roumanie ou peut-être, où là, les agriculteurs maîtrisent extrêmement mal, par exemple, le désherbage, je crois, en tournesol, et donc il y a eu une adoption un peu plus forte, ou en maïs, je ne sais plus, liée à ces problématiques-là de désherbage. Mais c'est relativement, on va dire, anecdotique. Mais le premier objectif des OGM n'est pas le rendement, c'est la modification des systèmes agricoles. Et en fait, la modification du système agricoole, pourquoi? Parce que l'ancien système, on va dire, de culture intensive, souvent arrive un peu dans le mur, avec des problématiques, soit si on prend sur le maïs, des agriculteurs qui, de par leur système de monoculture en maïs, sont extrêmement gênés par la problématique de Pyrale ou de ses amis, et donc recherchent une nouvelle solution, ou de problèmes de désherbage. Ils sont arrivés à bout des molécules qu'ils avaient utilisées et recherchent une solution à leurs problèmes. Mais c'est en aucun cas une augmentation du rendement qui est recherchée. Par contre, on va voir souvent les responsables politiques, et même je vois dans un rapport qui vient d'être publié par l'Académie d'agriculture, donc avec énormément de science, d'une caution scientifique derrière extrêmement forte, où il est écrit noir sur blanc que la raison première d'adoption par les agriculteurs des plantes OGM, c'est la recherche du rendement. Mais sans études scientifiques derrière, alors que le chercheur donc, de l'INRA dont je vous ai parlé tout à l'heure, Stéphane Lemarié, lui a fait une étude scientifique en sociologie, où il a étudié l'ensemble des documents qui ont permis, lui, d'arriver à cette conclusion, que c'est en aucun cas le rendement, mais ce sont d'autres raisons. Et s'il compare effectivement des essais entre les plantes, on va dire OGM et les plantes non OGM, les niveaux de rendement sont identiques. Donc ce n'est pas l'OGM qui permet d'augmenter le rendement, l'OGM permet de cultiver autrement. Ah ben c'est sûr qu'au début, moi, j'ai converti la ferme en 2000, les premières parcelles. On a toujours peur parce qu'on a toujours l'impression que le bidon de pesticides qui est à côté, c'est notre assurance, quoi. On va s'en sortir. Donc c'est vrai qu'il y a une peur qui est liée plus à la problématique de désherbage souvent qu'aux insectes. Les insectes, bon, ça fait moins peur aux agriculteurs. L'herbe, ça fait beaucoup plus peur. Parce qu'on a l'impression d'avoir nos champs qui vont être envahis. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas des fois un accident, hein, mais c'est des techniques qui se maîtrisent aujourd'hui extrêmement bien. Donc moi j'ai utilisé divers outils, la herséterie, puis la houe rotative, et puis je me suis rendu compte qu'en fait il fallait passer aussi par le stade de la vineuse, en fonction des diverses cultures que l'on a. Aujourd'hui on arrive à une maîtrise de l'enherbement qui n'est pas à 100% comme à Roundup par exemple, mais qui va être à 95-96%, et on a des champs qui sont relativement propres, quoi. Moi je vois souvent des gens qui disent des champs de blé infestés par des coquelicots, par exemple, ah tiens, il y a un bio qui est par là. En fait, on se rend compte que c'est pas du tout l'agriculture bio, mais c'est effectivement aujourd'hui des ratés de désherbage avec les produits chimiques. Et on a aujourd'hui on voit de plus en plus de directeurs conventionnels qui ont des difficultés de désherbage avec le produit chimique. Alors que moi en bio, alors je ne vais pas dire que mes champs sont tous propres à tous les ans dans toutes les situations, mais aujourd'hui je maîtrise extrêmement bien l'enherbement, que ce soit en grande culture comme en maraîchage. Et il y a de plus en plus de maraîchers, même en conventionnel, qui regardent ce que l'on fait nous en bio, parce qu'ils ont des difficultés de désherbage, souvent liées à des molécules qui sont retirées par les fabricants, plus que parfois des problèmes de résistance d'herbe. Ou des fois aussi, vous avez une toute petite surface, et bien, à monter le pulvérisateur, faire le mélange, etc., ça vous prend beaucoup plus de temps que de passer parfois un passage de bineuse. Oui.
Alors pour un agriculteur conventionnel, c'est vrai qu'avoir, on va dire, double matériel, le pulvérisateur, et puis à côté, les différents outils qu'on utilise, nous en bio, la RC-Tri, la haute rotative, la bineuse, ça paraît difficile d'arriver à rentabiliser l'ensemble des doubles investissements. Donc il faut arriver à privilégier des partenariats entre les agriculteurs bio et les agriculteurs conventionnels, ou si un agriculteur conventionnel souhaite diminuer effectivement sa quantité d'herbicides, si on parle d'herbicides principalement, ben, c'est d'aller à la rencontre de son agriculteur bio et en fonction de l'herbe qu'il a à détruire dans sa parcelle, eh bien, d'utiliser l'outil adapté. Parce que si vous avez des toutes petites plantules, effectivement, et un sol argileux, ben une RC-Tri peut très bien faire l'affaire. Vous travaillez en 12 mètres, ça va relativement vite, et vous pouvez faire de grosses économies d'herbicides. Mais si vous avez des plantes déjà relativement développées, l'RC-Tri ne fera plus grand-chose. Donc là, il faut passer plutôt avec la bineuse, mais il faut l'avoir programmé à la base, donc avoir un écartement un peu plus élevé, notamment en céréales. Si vous se mettez à 11 d'écartement, c'est relativement difficile de biner. Il vaut mieux plutôt être à 17 ou au minimum, mais sinon plutôt à 25 ou 30, quoi. Donc c'est des choses qu'il faut prévoir à l'avance et pas effectivement le jour où on arrive dans le champ en disant je veux mettre moins d'herbicide, qu'est-ce que je fais, quoi. Nous, les agriculteurs bio, par rapport à la problématique de désherbage, on l'anticipe, on va dire relativement longtemps à l'avance, déjà dans l'assolement, quoi. Et puis après, en fonction de ce que l'on peut faire et de l'état du terrain, bien évidemment, quoi. Moi, je pense, et je suis intimement persuadé que la bio va continuer de progresser, pour plusieurs raisons. Un, c'est qu'on voit effectivement de plus en plus de médecins qui commencent à s'alerter des problématiques de pesticides et autres. Et donc, avec les changements de génération, on va avoir de plus en plus de gens, moi je le vois juste dans ma clientèle, puisque je fais de la vente directe, des gens qui sont de plus en plus préoccupés par leurs problèmes de santé, tout simplement, quoi. Donc ces gens-là vont amener de plus en plus une demande vers des produits naturels, des produits sains, des produits bio, quoi. Donc l'agriculture conventionnelle va tranquillement, je pense, aller vers le bio. Il y en a qui cherchent des techniques un peu alternatives, mais il est difficile, je pense, d'avoir, comme je disais tout à l'heure, le double investissement, la tonne à traiter, et puis l'ensemble des outils de désherbage par exemple mécanique, hein. Donc on va avoir un virage, à mon avis, relativement tranquille vers la bio. Ça va prendre un certain nombre d'années certainement, mais à mon avis ça va se faire. Et puis à mon avis les OGM ne vont pas vraiment se développer, parce que si on regarde aujourd'hui en fait aux États-Unis ce qui se passe ou dans d'autres pays, en fait les agriculteurs ont de plus en plus de problèmes de désherbage, puisque aujourd'hui vraiment les OGM qui sont largement utilisés, c'est les OGM tolérants à un herbicide. Ben, ces OGM-là commencent à poser de plus en plus de problèmes, et nous on n'a pas ces problèmes-là. On a d'autres problèmes, mais on n'a pas du tout ces problèmes-là. Et à mon avis, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui peuvent aller vers d'autres choix à terme. Et puis, si on regarde aujourd'hui notre secteur semencier, en fait, les semenciers râlent parce qu'on ne peut pas faire d'OGM en France. Mais en fait, leurs semences se vendent extrêmement bien. L'industrie semencière française se porte à merveille, font d'énormes bénéfices, tout simplement parce que, de par le monde, ils peuvent exporter en pouvant étiqueter nos semences ne contiennent pas d'OGM. Parce que nous leur permettons, nous les défenseurs, on va dire, d'une agriculture sans OGM, leur permettons de produire sans OGM. Donc ils en tirent un large bénéfice. Alors, un agriculteur qui voudrait passer aux OGM, en fait, je voulais dire, effectivement, les 2 premières années, il va trouver ça extraordinaire parce qu'il va changer, par exemple, si on prend un maïs tolérant à un herbicide, il va trouver ça beaucoup plus simple d'utiliser un seul produit au lieu de parfois plusieurs. Il peut intervenir quand il veut. Donc il y a une solution de facilité effectivement à utiliser ce type de produit. Ou un maïs tolérant à la pyrale, effectivement il n'a plus rien à s'occuper, c'est le maïs qui produit la toxine. Sauf qu'effectivement ça dure 3, 4, 5, 6 ans, où tout est relativement beau, selon l'agriculteur qui utilise l'OGM. Par contre, après, derrière arrivent les problèmes, et on le voit déjà aux États-Unis. On a, je ne sais plus, 25 ou 26 espèces qui ont été répertoriées, qui sont déjà résistantes au Roundup, et qui posent d'énormes problèmes aux agriculteurs, qui doivent utiliser
d'autres herbicides. On voit même arriver des plantes, il y a des maïs qui ont la double résistance au glyphosate, donc le Roundup, et au glufosinate, le Basta. Tout simplement pour effectivement, s'il y a une plante qui est résistante au Roundup, pouvoir utiliser un autre. C'est complètement de la folie, quoi. Donc ça marche les premières années, mais tout de suite après, on arrive à une impasse. De la même manière, avec les toxines BT, eh bien, on arrive à des problématiques d'apparition d'insectes résistants, et il n'y a aucune durabilité dans ces productions-là. Donc ça marche 4-5 ans sur un plan technique, et puis après, l'agriculteur se retrouve exactement dans la même impasse, si c'est cette impasse-là de problèmes techniques qui l'a conduit vers les OGM. Donc il faut aller vers d'autres alternatives, et la bio est pour moi la seule alternative possible. Où là, effectivement, on regarde ce qui se passe dans la nature, et on travaille avec la nature, et pas contre la nature, quoi.